Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Alain Roland, bonjour. Bonjour. Votre dernière panne de batterie, elle date de quand ? La semaine dernière, j'étais très tard, il n'y avait plus de train. J'avais partagé ma localisation avec un de mes fils à Gare de Lyon. Je lui ai dit viens me chercher. Et plus de batterie au moment où il arrive, donc il ne savait pas où j'étais. Joie. Autour de la Gare de Lyon. Voilà. On a fini par se retrouver. Au hasard. Parce que j'ai à peu près deviné par où il allait passer. D'accord. Donc... ah oui. Je l'ai fait à l'ancienne. À l'ancienne, c'est ça. L'intuition est revenue dans votre vie. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Alain Roland, multi-entrepreneur, fondateur de Station E. En 2018, donc c'est une société dont le business est à la recharge électrique multiservice, donc on va en parler. Avant cela, clin d'œil à ma première question. Là, vous avez évoqué votre téléphone portable, mais ce serait peut-être votre voiture électrique. Si ma voiture électrique tombe en panne sèche, c'est quelle alternative aujourd'hui ? Et c'est les mêmes alternatives qu'une voiture thermique ? C'est-à-dire on attend la dépanneuse ou alors c'est très rare. C'est rare. C'est très rare qu'elle tombe en panne. Et puis c'est vrai qu'il y a des services maintenant qui permettent aux utilisateurs d'appeler un numéro pour qu'on vienne les transporter jusqu'à un chargeur. Et comme il y en a partout maintenant, c'est assez rapide. La panne sèche, vous dites sur voiture électrique, c'est très rare. Oui, parce que c'est vrai qu'on c'est plus fiable. Les utilisateurs, en tout cas les premiers, puisqu'on est aujourd'hui 1 million de voitures, ils ont un peu l'habitude. Donc c'est vrai qu'ils pensent à se recharger fréquemment. Souvent, et donc ils n'ont pas tellement le problème. Vous-même, vous roulez en voiture électrique ? On ne va pas passer l'interview sur les voitures. Mais voiture électrique depuis 7 ans. 7 ans ? Ouais. D'accord. La même ? En électrique. La même depuis plusieurs marques, oui. J'ai tout essayé. Ouais. Station E, donc solution. Marque française. Marque française. Ah oui, bon, je n'allais pas jusque-là dans votre intimité, mais si vous le dites, entendu. Station E, donc solution de recharge électrique multiservice. Décrivez-moi un peu ce concept. C'est-à-dire, vous, Station E, c'est pour recharger des voitures, mais pas que. Oui. Quand je me suis lancé dans cette entreprise, j'avais plusieurs challenges. Le premier, c'était que, on savait que la voiture électrique allait arriver. Il fallait que ce soit des charges pas cher pour que tout le monde adopte le véhicule électrique. Et puis qui dit charge pas cher, il fallait aussi que quand on investit dans des stations, donc être en tiers investisseur, il fallait que ça coûte rien aux collectivités qui nous accueillent et rien aux propriétaires qui nous accueillent, pour qu'il n'y ait pas d'investissement. Donc il fallait à la fois vendre de l'énergie pas chère et à la fois investir. Donc ça nécessitait d'avoir des services à côté qui permettaient d'avoir évidemment des revenus ailleurs. Et donc on en a profité pour ajouter des services qui servent également à la population, des services autour du télécom, des services autour des proximités comme les casiers. Par exemple, c'était typiquement des services... Une station type, là dans le Grand Est récemment, on a inauguré une station dans laquelle il y a à la fois une station, son chargeur. En même temps, à cet endroit-là, il y a un manque de haut débit dans cette petite ville, donc il y a un opérateur de téléphonie qui vient. Et puis à côté, il y a une station comme Pick-up, par exemple, qui fait des casiers et qui a mis un casier qui permet à la population de venir se mettre. Mais il y a d'autres sociétés comme Vinted ou comme Amazon qui sont aujourd'hui très utilisées par tout le monde. Alors votre business, vous dites tout le monde, vos business c'est tout le monde et partout. Dans une ville comme Paris, par exemple, il y a plein de possibilités aussi. Oui. Alors nous, notre périmètre d'activité, dans les très grandes villes comme Paris, on n'est pas dans le centre. Nous, en fait, on va dans l'Île-de-France, plutôt autour des grandes villes, ouais. Jusque dans le très rural. Ouais. Un exemple, en Seine-et-Marne, il y a quelques temps, on a inauguré aussi une station dans un village de 247 habitants. D'accord. Et on a mis une charge rapide parce qu'il y avait d'autres services. Et donc, on a pu comme ça équiper. Et les habitants ont à la fois du haut débit, ils ont à la fois la charge électrique et ils ont à la fois des casiers. Ah, mais si les 240 habitants, il y en a 3 qui achètent une voiture électrique, il va falloir ajouter une autre.
Disons que c'est plutôt le projet de l'entreprise, c'est d'installer 10 000 stations en France. Donc c'est un maillage, un peu comme vous avez votre téléphone. Il y a des stations qui sont dans des endroits un peu perdus et puis d'autres qui sont plus rentables. C'est un maillage qui compte. Hein. Comment, j'imagine aussi, une partie de votre métier c'est d'identifier la localisation de ces stations. Vous devez passer, j'imagine, pas mal de temps à regarder où il y a des manques, où il y a des déserts. On parle des déserts médicaux, mais il y a aussi des déserts en matière de recharge. C'est aussi ça, votre métier? C'est d'abord dit, que peut-on faire pour ne rien changer aux habitudes des utilisateurs à voiture à essence ou électrique? Les gens, on va aux courses, faire du sport, on fait des tas de choses. Donc on s'est dit, on va d'abord se placer à des endroits où les utilisateurs vont d'abord faire une activité et ils ont l'occasion de se charger. Donc il y a d'autres sociétés qui sont plutôt sur la recharge dite ultra rapide dans lesquelles on fait le plein. Je vais sur l'autoroute, je fais le plein pour partir le plus rapidement possible. Ouais. Nous, c'est la charge sans y penser, c'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas obligé de me charger, mais je vais le faire de temps en temps. Et quand je suis venu sur une station E, quand je repars, en général, j'ai récupéré entre 100 et 200 km, ce qui est souvent dans le quotidien largement suffisant pour une voiture. C'est pour ça qu'on ne tombe jamais en panne. C'est pour ça qu'on ne tombe jamais en panne, et c'est pour ça, vous le dites, c'est amusant, c'est pour le cas de la charge sans m'en rendre compte, c'est-à-dire je vais faire quelque chose d'utile pour ma vie, c'est-à-dire les courses, etc., et en même temps, je gagne du temps, finalement. Exactement, et puis il faut que ça soit à un prix qui soit quand même très proche de ce qu'on paierait chez soi. Est-ce que aujourd'hui, alors vous, votre business, c'est pas réellement ça, enfin, c'est ce que vous venez de me dire, mais la notion de rapidité, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cet objectif partagé que ça aille le plus vite possible, quoi. Enfin non, cet objectif à la fois un peu paradoxal, c'est que la batterie tienne le plus longtemps possible, mais qu'on mette le moins de temps possible pour la charger. Oui, c'est qu'on a... alors moi, je suis plutôt des générations de l'essence, donc on a un biais qui dit il faut faire le plein. C'est un vrai changement. C'est comme on ne fait pas le plein du téléphone. Le téléphone, on le charge quand on a le temps. Et puis bon, de temps en temps, il tombe en panne, comme on a vu tout à l'heure. Mais c'est vraiment, on change complètement le comportement. D'ailleurs, tous ceux qui dans l'entreprise, on est une quarantaine, les 2 tiers ont une voiture électrique. Tout le monde se charge de temps en temps et personne ne fait le plein. Faire le plein, c'est désuet comme expression finalement. Vous dites, c'est plus, c'est plus notre époque. Disons que c'est plutôt dédié à l'autoroute ou aux professionnels, par exemple les ambulances ou les taxis, qui ont besoin de se charger très rapidement pour continuer à intervenir. Mais c'est une petite partie du besoin des utilisateurs en France. On a quand même 40 millions de véhicules qui vont passer petit à petit à l'électrique. Et donc 80% des utilisateurs, ça va être pour la charge du quotidien. Les innovations à venir dans ce secteur, elles sont nombreuses, j'imagine. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant que c'est parti, on voit bien que les prix des automobiles baissent comme prévu. Vous dites ça avec un petit sourire en coin. Toujours, moi, c'est vraiment, normalement, c'est les véhicules qui coûteront vraiment de moins en moins cher. Il y a la voiture, c'est toujours une voiture. Dedans, il y a un moteur et il y a une batterie. La batterie, tout le monde investit pour trouver des batteries de meilleure qualité et des batteries de plus en plus performantes et moins chères. Et les moteurs, c'est pareil. Donc, les innovations vont venir de la batterie parce qu'on la stocke aussi dans d'autres domaines. Et ils vont venir des moteurs qui vont s'améliorer et qui auront toujours plus de performance. Et permettront des distances plus grandes assez naturellement. Récemment, sur les médias, vous voyez qu'on commence à annoncer des voitures à 700 km. Bon, ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose d'intéressant. 700 km sous réserve d'avoir une conduite, c'est toujours la même chose. Quand on voit afficher comment dire, non, ce qui est déroutant, si vous voulez, c'est d'être au volant d'une voiture électrique. Que le compteur nous certifie qu'on peut aller, je sais rien, je dis n'importe quoi, de Paris à Vannes ou Auray, et en fait on se rend compte au bout d'une heure et demie de route que bon, ça va finalement être compliqué, parce que l'autoradio, le chargement du téléphone, peut-être si je roule à 139... L'autoradio peut-être, mais enfin, c'est vraiment, il y a vraiment encore des mythes comme ça sur le fait de mettre des essuie-glaces qui vont utiliser la batterie, mais en réalité... C'est des mythes, mais c'est pas vrai. Non, pour faire un raisonnement très simple, c'est 1 litre d'essence, c'est 2 kWh. Le kWh, c'est une unité. Donc, une batterie de 60 kWh, c'est 30 litres d'essence. C'est comme si on avait un 30 litres. Donc, n'importe qui roule en voiture, il se dit, tiens, j'ai 30 litres d'essence. Donc, il connaît la distance qu'il va faire. Si cette personne roule plus vite que la vitesse autorisée sur l'autoroute, évidemment que ça va consommer plus. Alors, c'est plus le cas dans l'électrique qu'avec l'essence. Mais c'est vrai que quand on roule sur l'autoroute, on va plus vite, donc on consomme un peu plus, de l'ordre de 20 à 21 kWh par 100 km. Mais quand on est en ville, on est capable de faire ce qui est annoncé pour la voiture. Parce que les calculs de l'autonomie, justement, d'une batterie, c'est basé là-dessus. C'est-à-dire, là, il y a 700, et ça s'adapte en fonction de qui roule, qui conduit, si la conduite est plus nerveuse, etc. Oui. En fait, il y a même beaucoup d'échanges actuellement, y compris dans les médias, sur comment on annonce, avec notamment le constructeur Tesla, où on parle de la
la distance à laquelle on peut aller. En fait, une voiture, elle consomme entre 15 kWh et 22 kWh. Donc, on va dire, donc vous allez faire entre tant de kilomètres et tant de kilomètres. C'est comme pour l'essence. Simplement, c'est vrai qu'il y a des exemples croustillants actuellement sur lesquels quelqu'un a testé une voiture et sur l'autoroute et a eu des problèmes et on en fait un article. Mais en général, les voitures, elles sont très performantes aujourd'hui. On a des voitures qui font plutôt entre 400 et 450 km et ça suffit complètement pour n'importe qui. Ouais. Évidemment, si on va au sud de l'Espagne en vacances, on va faire le plein et là, à ce moment-là, les gens vont hésiter. Mais maintenant, vous verrez, d'ici 1 ou 2 ans, ce sera terminé. Dans ces cas-là, effectivement, pour le sud de l'Espagne ou l'Algarve, il faut un petit stop dans une de vos stations, par exemple. Des stations, donc on parlait tout à l'heure de géographie, enfin de localisation, justement, des stations. Pour les installer, vous avez le droit... Enfin, à qui vous parlez ? Vous parlez à la mairie ? Vous parlez... Alors, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a une logique de déploiement national. On a beaucoup déployé dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Et on va maintenant vers le Sud-Est et le Sud-Ouest. Récemment, on a installé des stations entières dans une station de ski. Le Grand Est, c'était la priorité. C'était là où il y avait le plus de besoins. Disons qu'en discutant avec beaucoup d'institutions, on avait remarqué que c'était des grandes régions qui étaient un peu tôt parce qu'ils ont moins de voitures électriques, mais que c'était un vrai besoin. Donc, on s'est dit que c'était intéressant quand même d'aller d'abord là parce que personne n'y allait. Et puis derrière, c'est de créer un maillage qui est assez costaud aujourd'hui. Et donc notre processus, il consiste à contacter des collectivités où certaines nous contactent. Je vais prendre l'exemple de la ville de Meaux, par exemple, qui est plutôt grande. Bon, voilà. On l'a contacté Meaux, on a dit, écoutez, on est capable d'aller vous installer une vingtaine de stations par rapport à la population. Il en faut plus, mais nous, on peut en mettre une vingtaine. Et puis très vite, la mairie va regarder notre projet comme une entreprise privée qui vient s'installer, comme on mettrait une boulangerie ou un restaurant de poulet à l'ail. Et si ça existe. Et donc, on va s'installer. Donc, on va juridiquement avoir une relation avec la mairie, ce qu'on appelle une autorisation d'occupation du domaine. Et quand c'est le privé, ça va être plutôt avec une société. Je prends l'exemple des agents Citroën chez qui on va. On va aller chez les agents Citroën qui vont nous faire un bail civil dans lequel on va s'installer. Est-ce que ces stations que vous dessinez, il y a le souci du design, de l'esthétique, c'est quelque chose de primordial également? Oui, là, on a une... Parce que c'est visible, il n'y a pas de... C'est un des axes stratégiques dans ce qu'on appelle dans la partie produit. Donc là, on a une version qui va sortir dans quelques semaines, très très innovante, avec des fonctionnalités nouvelles. Ce qu'il faut, c'est que ça s'intègre dans le paysage, que ça s'installe très rapidement, en une journée. Une journée ? Oui. Et puis surtout que ce soit très intelligent. Donc on a des brevets européens et américains sur ce système qui s'installe en 8 heures. D'accord. En dehors de la connexion énergie qu'il faut amener derrière, mais en tout cas, la connexion énergie, quand elle est faite, nous, il faut 8 heures pour s'installer. Et en matière de design, une station que vous installez dans le Grand Est, à proximité d'une station de ski, aura le même design qu'une station que vous installez en Île-de-France, dans une ville? Oui, c'est très très standard. D'accord. C'est comme dit, on mettait un photocopieur. On met quelque chose et après, il y a des options. Donc, on va ajouter autour un certain nombre d'équipements, comme des casiers, par exemple. Il se peut qu'un jour, on ait 2 casiers. On va avoir un pick-up et un Vinted ou un Amazon à côté. Ouais. Et puis, on peut rajouter des chargeurs aussi, petit à petit, en fonction des besoins. Donc, nous, on commence par une station standard, où on n'investit pas dans des grands hubs qui sont inutilisés. Et puis, on observe la fréquentation. Et plus on fréquente, plus on ajoute des points de charge dans le temps. Et si à l'inverse, ça ne marche pas, vous dépluguez. Alors, on est patient parce qu'aujourd'hui, on est quand même, il n'y a que 3% de véhicules électriques, donc il faut quand même attendre encore 1 ou 2 ans. Ouais. Mais c'est vrai que les autres services viennent compenser. Certaines stations ont très très peu de charge, mais comme elles ont les autres services, au moins elles servent au moins à quelqu'un un jour qui a besoin, pour qui c'est urgent. Quelqu'un qui, par exemple, vient un soir chez vous manger une raclette dans un petit village, il va se dire j'en profite pour me charger ce jour-là, et il y aura une station. Mais j'insiste aussi sur une chose, c'est que nos stations, elles sont aussi faites pour... c'est impossible de ne pas pouvoir se charger. C'est-à-dire qu'on paye avec 4 moyens de paiement. Donc il y a tout, il y a les cartes bleues, tout ça. Donc derrière, on va pouvoir aller partout en France et en même temps avec n'importe quelle carte sur nos stations. Merci Alain Roland. Donc vous êtes fondateur de Station E depuis 2018. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions... Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.